Bonjour à tous, je profite de ces 2 secondes d'installation pour remercier effectivement Florent pour cette belle organisation et puis Jean-François Rouland que j'ai croisé la première fois dans un avion pour aller à un congrès. J'étais un jeune interne et j'avais reçu un prix pour un article que j'avais fait à l'époque et je me suis retrouvé assis à côté du professeur Rouland. À l'époque c'était en business, c'était mieux que maintenant. Et il a réussi à me convaincre à ce que je reste en glaucome, et donc je le remercie, parce que c'était il y a 2-3 ans. L'iris plateau, vous voyez, on l'a casé entre le glaucome malin et le glaucome néovasculaire. Alors vous allez voir que c'est effectivement un glaucome qui peut faire peur, quand le glaucome est lié à l'iris plateau, mais je vais essayer en 10 minutes de vous donner quelques éléments afin de vous en sortir. Vous avez compris, et c'est important. Moi, c'est le message que j'ai envie que vous compreniez aujourd'hui, c'est que les glaucomes à angle fermé ou par fermeture de l'angle, c'est un ensemble de maladies hétérogènes qui partagent des éléments communs, l'atteinte du nerf optique, l'élévation de la pression et les appositions, c'est-à-dire des accolements entre l'iris et le trabéculum qui ont existé ou qui existent, quand vous le voyez, éventuellement le développement de ces synéchies, cette altération du trabéculum entraînant une montée de pression intraoculaire et l'altération du nerf optique. Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent être à l'origine de ces fermetures de l'angle, qu'on peut voir, essayer de dépister cliniquement, qu'on verra très bien avec des systèmes d'imagerie, mais il va falloir identifier ces mécanismes afin de proposer aux patients le traitement le plus adapté. Et aujourd'hui, on va parler d'un des mécanismes de fermeture de l'angle, qui restent des fermetures de l'angle dites primitives, avec le blocage pupillaire, évidemment, et les mécanismes cristalliniens, qui est l'iris plateau, et on va parler aussi un peu des pseudo-iris plateau par kyste iridociliaire. En fait, c'est une entité qui est assez récente. Vous voyez, 1958, une femme qui consulte avec un glaucome par fermeture de l'angle, un iris plat, et en gonioscopie, un angle fermé. Et à l'époque, il faisait quand même déjà la gonioscopie avec indentation, un aspect en double bosse de l'iris avec cette gonioscopie. Quelques années plus tard, on a commencé à avancer dans la classification. On entend parler de configuration, syndrome d'iris plateau. Ça date, vous voyez, des années 70, où la configuration d'iris plateau, c'était un angle fermé avec un iris plat, cet aspect en double bosse, sans IP. Et le syndrome d'iris plateau, c'était la même chose, une fois qu'on avait réalisé l'iridectomie périphérique. Vous voyez, à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'échographie de l'œil, ça n'existait pas. Donc ça a été une description originelle clinique. Est arrivé ensuite l'échographie avec l'UBM, où là on a compris ce qui se passait derrière ces images qu'on avait en gonioscopie. Et l'iris plateau, c'était ce déplacement, cette rotation antérieure du corps ciliaire que vous voyez ici. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce corps ciliaire vient refouler la racine de l'iris, qui vient se rapprocher de l'angle, et ça peut donner dans certains cas une apposition de l'iris, ici, de sa racine. Ici, ah oui, il n'y a pas de flèche sur l'écran. Ouais, c'est pas grave, tiens. Ici, vous voyez le bouton du haut, voilà ici, la racine, vous voyez ici le corps ciliaire qui refoule la racine de l'iris, c'est un plateau, vous voyez comme on porte un plateau, et en fait il vient refouler ici la racine de l'iris qui se rapproche du trabéculum, je vous rappelle, qui est situé ici. Donc cette description, vous voyez, date du milieu des années 90, donc bien plus tard à ce qu'on a décrit comme l'iris plateau. Alors c'est plus souvent des femmes, c'est souvent des patients qui présentent des fermetures de l'angle plus jeunes que les fermetures de l'angle par blocage pupillaire, où évidemment le facteur cristallin joue, il y a souvent des antécédents familiaux. Une étude récente aux US qui a montré que dans les glaucomes à angle fermé de moins de 60 ans, vous voyez, c'est de l'iris plateau dans plus de la moitié des cas. C'est quand même une cause fréquente de fermeture de l'angle chez le sujet jeune, et ça c'est un élément que je voudrais que vous reteniez. Quand est-ce qu'on en fait le diagnostic? On peut faire le diagnostic parce que le patient vient pour changer ses verres de correction de presbytie et on découvre un angle étroit. On peut aussi faire le diagnostic parce que le patient présente des signes, des symptômes de fermeture de l'angle. On peut faire aussi le diagnostic parce qu'on a fait une gonioscopie chez un patient qui a une hypertonie ou a déjà un glaucome. La chambre antérieure sera en général profonde. Et en gonioscopie, on va retrouver un angle étroit avec un aspect en double bosse, on va y revenir, et des difficultés pour réouvrir l'angle en indentation. Ça, c'est important parce que quand vous faites la gonioscopie en indentation, la manière dont l'angle se réouvre, c'est un élément qui permet de faire le diagnostic. Je passerai sur la classification qui a déjà été présentée maintenant. Je vous montre juste cette image pour que vous compreniez, quand vous analysez en gonioscopie l'angle, ce n'est pas simplement le niveau de fermeture, c'est-à-dire les structures visibles que vous analysez, c'est aussi l'insertion de l'iris, c'est très important, et aussi la forme de l'iris.
Vous savez qu'un iris normal, c'est un iris qui est discrètement convexe. Vous savez que chez les myopes, ils peuvent être concaves en dispersion pigmentaire très concave. Il peut être convexe dans le blocage pupillaire, et ça c'est un moyen pour voir le blocage pupillaire quand on regarde cliniquement. Et puis, dans l'iris plateau, il est plan, c'est-à-dire qu'il est plan, il prend une courbure finale, ici, avec cette angulation, et ici, éventuellement, un contact. Donc c'est très important de voir la forme de l'iris, notamment en périphérie. Vous allez faire une gonioscopie dynamique, on vous a déjà montré, de manière à, face à un angle étroit, voire fermé, savoir est-ce qu'il se réouvre parce que l'iris était simplement apposé, ou est-ce qu'il reste collé parce qu'il y a des synéchies antérpériphériques. Ça, c'est un élément essentiel, vous allez voir, surtout pour le traitement. Alors, pourquoi un aspect double bosse en gonioscopie? Là, c'est l'avantage de l'imagerie qui nous le fait comprendre. En fait, quand on fait une gonioscopie avec indentation, on va chasser l'humeur aqueuse, entraîner une pression sur l'iris, et comme la racine de l'iris repose ici sur le corps ciliaire, en fait, vous refoulez l'iris, mais vous ne le refoulez pas sur la partie sur laquelle il repose. Et donc, quand vous regardez en gonioscopie, vous avez une première bosse ici, puis un creux et une deuxième bosse. Il y en a qui ont dit aussi en bec de flûte. Moi, je fais plutôt du piano, donc je ne voyais pas la bec de flûte, mais ici, vous voyez, un aspect en double bosse. Ça, c'est la même image, vous voyez, en indentation. Alors, on arrive aujourd'hui à faire ce qu'on appelle des UBM avec indentation, et je remercie Cybèle Blatrix qui travaille avec moi justement sur ces systèmes d'imagerie. On y arrive par des systèmes un peu compliqués. Vous voyez, c'est exactement ça. L'iris repose ici, sur ce corps ciliaire, d'où l'aspect en double bosse. Alors effectivement, on va rechercher aussi la présence de synéchies antérpériphériques. On a aujourd'hui des outils qui permettent de les suivre dans le temps. Ça, c'était un clin d'œil au professeur Renard. Évidemment, une fois qu'on a fait la gonioscopie, pour comprendre le mécanisme, l'imagerie nous aide. Parce que l'imagerie va nous permettre de voir cet iris. Ici, vous avez encore ce corps ciliaire qui est basculé, rotation antérieure. Il passe devant une ligne qui passe par l'éperon scléral. Et voilà, l'iris repose ici, sur ce corps ciliaire. Ici, c'est encore plus flagrant. Et vous voyez, on voit très bien ici, ça, c'est de l'iris plateau typique. Un autre exemple ici, vous voyez, il y a peut-être un petit facteur cristallinien associé. Et vous allez comprendre après pourquoi je vous dis ça. Et ici, vous avez en tout cas de l'iris plateau avec une insertion probablement un peu antérieure de l'iris. Et vous voyez cet iris qui repose ici sur le corps ciliaire. Là aussi, on est sur un mécanisme d'iris plateau. Le pseudo-iris plateau par kyste iridociliaire, c'est le même principe. La seule chose, c'est que l'iris ici n'est pas repoussé ici par le corps ciliaire, mais par des kystes iridociliaires qui peuvent être parfois très très grands. Lorsque vous avez comme ça des voussures de l'iris, allez vers l'imagerie pour rechercher ces kystes, et parfois ça s'intègre dans des maladies familiales de type polykystose ciliaire. L'OCT par rapport à l'UBM, on ne voit pas bien les rapports entre iris et corps ciliaire, donc l'UBM est nettement supérieur à l'OCT. On verra quelques signes indirects en OCT. L'intérêt de l'OCT, c'est surtout des analyses dynamiques qui sont plus facilement réalisées qu'en UBM. Vous voyez ici un patient qui a un iris plat, vous voyez un iris qui se referme ici avec une apposition entre l'iris et le trabéculum en mydriase. Alors, la prise en charge de l'iris plateau, en fait, c'est la prise en charge d'un patient qui a un glaucome par fermeture de l'angle ou qui a un angle fermé. Et ça s'intègre dans la prise en charge des angles fermés avec un objectif, c'est lequel? C'est de réouvrir l'angle et éviter les épisodes de fermeture pour éviter les pics de pression pour ensuite le prendre en charge comme un glaucome avec le suivi de la progression du champ visuel et l'examen de l'angle. Donc c'est très important de savoir que la prise en charge de l'iris plateau s'intègre dans une prise en charge d'un angle étroit qu'on va souhaiter réouvrir. Je vais passer sur cette classification que vous avez déjà montrée pour passer 1 minute sur cette diapositive qui est la plus importante de tout ce que je vais vous montrer. Il faut que vous compreniez que l'angle fermé, il l'est par des mécanismes qui peuvent être divers, qui sont associés entre eux. Et c'est très important cette association de mécanismes parce que quand vous allez voir un patient qui vient pour iris plateau, avant que vous ayez fait l'iridectomie périphérique, vous ne saurez pas quelle est la part du blocage pupillaire, la part du mécanisme cristallinien ou la part du mécanisme de plateau qui est impliqué dans la fermeture de l'angle. Et c'est là où l'imagerie nous aide et nous permet d'être plus précis dans la prise en charge. Parce qu'en fonction de cette combinaison de mécanismes, qu'est-ce qu'on va faire? Le patient qui est le 3 là, c'est le patient qui a typiquement un plateau. Mais il a aussi un peu de blocage pupillaire en gris, et il a un peu de mécanisme cristallinien en jaune. Mais si on ne prend en charge que la partie blocage pupillaire, on va lui faire évidemment l'IP, il restera toujours avec un angle qui se ferme, donc il va falloir aller vers une prise en charge spécifique de l'iris plateau. Si par contre, on prend le patient numéro 1 qui a un mécanisme essentiellement cristallinien, certes, vous pouvez faire l'IP,
mais il faudra mieux lui enlever le cristallin parce que chez lui, vous résoudrez plus le problème. Et donc, c'est important de comprendre que ces mécanismes s'associent entre eux et qu'il faut évidemment, pour les prendre en charge, traiter le mécanisme qui est le plus facile. Et quel est celui qui est le plus facile en premier? C'est évidemment le blocage pupillaire. Donc, le premier traitement de la prise en charge d'un patient qui vient, qui a un iris plateau, c'est de faire une iridectomie périphérique pour lever la partie associée, toujours, à l'iris plateau de blocage pupillaire. Puisque je vous rappelle, l'iridotomie périphérique lève le blocage pupillaire. Donc avant de savoir si votre mécanisme c'est simplement du plateau ou plateau plus autre chose, évidemment on fait l'IP et on regarde comment est l'angle. Donc c'est la première étape. Mais dans certains cas, ça ne suffit pas. Voilà deux exemples où, vous voyez, l'iris repose sur le corps ciliaire. Vous faites ici l'iridectomie périphérique. Évidemment, la composante de blocage pupillaire, ce n'était pas majeur. Mon iris repose toujours sur ce corps ciliaire et l'angle ne s'est pas réouvert. Donc il faut faire autre chose. Et c'est là où ça devient compliqué, parce qu'on vous entendez parler de l'iridoplastie qui arrive dans tous les livres comme étant l'étape d'après. En fait, déjà, sachez que l'iridoplastie n'est pas efficace si les synéchies antérpériphériques sont étendues. Là où c'est collé, vous n'allez pas réouvrir l'angle. Il va falloir la réaliser de manière prudente. En général, 12 impacts sur 180 degrés. Le but, c'est de rétracter l'iris en périphérie, c'est de le rendre plus mince, de manière à l'éloigner. Marche pas très bien ta flèche. Hein. En fait, on essaye de me faire des blagues ici. Bon, c'est pas grave, vous voyez l'image. Le but, c'est de ratatiner l'iris pour l'éloigner du trabéculum. Alors, vous savez, on aime bien la littérature, mais nous, on a regardé dans le service, et j'avais confié à un assistant du service de regarder les publications sur l'iridoplastie. Parce que tout le monde dit, oui, on fait une iridoplastie. Sachez que dans la littérature, il y a tout bonnement moins de 5 publications qui se sont intéressées à l'effet de l'iridoplastie de manière valable, c'est-à-dire minimum randomisé ou minimum contrôlé, et qui trouvent des résultats finalement pas si évidents, à part les publications de celui qui l'a mis au point, c'est-à-dire Bob Rich qui montre que oui, effectivement, c'est efficace. Les autres, c'est pas si efficace que ça, et en tout cas, au long terme, ça n'a pas été démontré. Donc, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas chez les patients qui sont simplement à risque de fermeture, et c'est certainement pas chez ceux qui ont des synéchies étendues. Je pense que c'est à considérer chez les patients qui font des fermetures de l'angle, que vous diagnostiquez parce qu'ils font des pics de tension, parce qu'ils font des symptômes, ou parce que le glaucome s'aggrave, chez qui vous avez l'espoir à cet endroit de réouvrir l'angle. Et faites-le prudemment, parce que des mydriases qui restent réactives après la réalisation d'iridoplastie, ça arrive. Parfois, les myotiques servent, dans certains cas particuliers, chez un patient que vous ne voulez pas opérer pour je ne sais quelle raison, parce qu'il a déjà été... chez un patient que vous ne pouvez pas forcément suivre de près, chez quelqu'un, effectivement, parce que vous ne souhaitez pas opérer, faire une trabéculectomie. La pilocarpine peut vous permettre de passer un cap, d'attendre un temps avant de faire autre chose, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Évidemment, la chirurgie filtrante a un intérêt chez ces patients lorsqu'il y a des synéchies, qu'on ne contrôle plus les choses. Sachez que le dernier traitement reste quand même la trabéculectomie, en faisant quand même attention, parce que qui font les glaucomes malins? C'est souvent les trabéculectomies chez des patients avec des iris plateaux, notamment lorsqu'il y a des synéchies étendues. C'est ceux qui font, en tout cas dans ma pratique, le plus à risque de glaucome malin. Surveillance, la pression, le glaucome, le nerf optique, le champ visuel, tout ça vous le faites très bien. N'oubliez pas de surveiller l'angle iridocornéen. Il se modifie avec le temps. Faire une gonioscopie, c'est bien. La refaire, c'est mieux. Il faut la refaire régulièrement, justement, afin de dépister l'apparition de synéchies chez ces patients qui vont vous motiver à un traitement complémentaire. Donc voilà, l'iris plateau, c'est une anomalie anatomique. Ça se fait un diagnostic clinique et évidemment, l'imagerie nous aide. Ça rentre dans le cadre de la prise en charge des angles étroits et de leurs conséquences. Et avant de faire une iridoplastie, réfléchissez bien. Je vous remercie pour votre attention.